Voilà, c'est avec plaisir que je vais tenter de répondre à ces quelques questions qui m'ont été posées, dont je vous remercie. Je les prends dans l'ordre où elles m'ont été soumises. Et il y a d'abord une question de Anne-Laurence Graff qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels. Pourquoi ces droits souffrent-ils, nous demande-t-elle, plus que les droits civils et politiques, de l'idée qu'il est difficile, voire impossible, d'exiger leur pleine réalisation? Alors, je crois que ici, il faut se rappeler que quand cette grande séparation a été opérée entre les deux catégories de droits, en fait, en 1950-1951, lorsque la Commission des droits de l'homme avait commencé à travailler sur un nouveau traité international qui mettrait sous forme juridique la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idée, c'est que les deux catégories de droits étaient d'importance égale, étaient interdépendants et indivisibles, et nul ne songeait à contester cette égale importance ainsi que cette interdépendance et cette indivisibilité. Tous les États étaient d'accord pour reconnaître le fait que les droits de l'homme incluaient les droits non seulement civils et politiques, mais également économiques, sociaux et culturels. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, d'ailleurs, à partir de l'article 22 de la Déclaration et jusqu'à l'article 28, regroupe tout un ensemble de droits économiques, sociaux et culturels. Quelle était, par contre, la préoccupation des diplomates? Eh bien, la conviction qui était la leur était que les droits civils et politiques exigeaient essentiellement des États des obligations d'abstention, de ne pas commettre certaines ingérences, sauf à des conditions bien déterminées, alors que les droits économiques, sociaux et culturels étaient vus comme exigeant de l'État des obligations de fourniture, des obligations positives, des prestations à fournir à l'individu pour garantir, par exemple, des soins de santé, des écoles pour garantir le droit à l'éducation, ou encore des logements pour garantir l'accès au logement. Et il y avait cette préjugé, ou cette idée, ce préjugé que les droits civils et politiques n'exigeaient pas de l'État des actions, des prestations, ce qui est évidemment erroné. Il suffit de penser à la nécessité de mettre sur pied des tribunaux pour garantir le droit au juge, ou de mettre sur pied une police efficace et des systèmes de répression des infractions pour garantir le droit à la vie ou le droit à l'intégrité physique. Et de même, il y avait un préjugé, c'est que les droits économiques, sociaux et culturels exigeaient des prestations de l'État sans exiger de lui des abstentions, alors que l'on sait que beaucoup de droits économiques, sociaux et culturels peuvent être violés par des mesures que l'État prend. Par exemple, quand on accapare la terre d'un petit paysan, quand on interrompt l'aide humanitaire qui va vers des personnes dans des camps de réfugiés, ou quand on interdit l'accès à une école, ce sont des mesures que l'État prend qui sont des ingérences dans la jouissance des droits économiques, sociaux ou culturels. Et donc, il a fallu beaucoup d'années pour surmonter ce préjugé, et c'est au fond à la fin des années 1980, au début des années 1990, que peu à peu s'est imposée l'idée que tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels pouvaient être analysés sous l'angle de trois types d'obligations imposées à l'État: l'obligation de respecter, l'obligation de protéger, l'obligation enfin de réaliser, et qu'on a, grâce à cette typologie, surmonté cette opposition entre deux catégories de droits. Donc, je crois que c'est au fond de là, de cette histoire, que vient ce scepticisme vis-à-vis des droits économiques et socioculturels. Nous sommes peu à peu en train de surmonter ce scepticisme, et je pense que l'entrée en vigueur en 2013 du protocole facultatif au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui permet peu à peu au comité des droits économiques, sociaux et culturels de développer une jurisprudence autour des droits économiques, sociaux et culturels, et donc de démontrer la justiciabilité de ces droits, est un moment important pour surmonter cette ancienne méfiance. Alors, la deuxième question de Anne-Laurence Graff concerne le droit à l'alimentation. Elle nous demande si le droit à l'alimentation exige des États qu'ils interdisent de manière absolue tout pesticide sur leur sol et l'importation de denrées alimentaires cultivées grâce à des pesticides. Alors les pesticides, c'est évidemment des herbicides, des insecticides, des fongicides, et c'est des substances chimiques qui protègent les récoltes contre les prédateurs, contre les champignons, euh,
ou encore contre les adventices qu'on appelle parfois les mauvaises herbes. Est-ce que le droit à l'alimentation exige de l'État qu'il interdise de manière absolue les pesticides? Je pense qu'il y a beaucoup d'inconvénients aux pesticides, notamment environnementaux, mais aussi pour la santé humaine, qui justifient dans bien des cas une interdiction. Est-ce que cette interdiction doit être absolue dans tous les cas? Probablement pas. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est que la manière dont les pesticides sont autorisés pour leur mise sur le marché et la manière dont leur utilisation est réglementée pose de très sérieuses questions, notamment parce que les agences qui sont censées réglementer ces questions, autoriser la mise sur le marché des pesticides, sont des agences dont on a pu constater lors d'épisodes récents, comme par exemple la réautorisation de la commercialisation du glyphosate ou d'herbicides basés sur le glyphosate dans l'Union européenne par l'Agence européenne de sécurité alimentaire, on a pu constater que ces agences étaient malheureusement très dépendantes des informations que leur fournissent les producteurs de ces intrants, de ces pesticides, et que les conflits d'intérêts n'étaient pas toujours réglés de manière satisfaisante au sein de ces agences de régulation. Et donc, je suis pour ma part extrêmement méfiant vis-à-vis des messages rassurants qui nous sont donnés par ces agences. Je constate que sur des sujets comme les perturbateurs endocriniens ou précisément le glyphosate que je viens d'évoquer, ou encore la question des édulcorants de type aspartame qu'on a autorisés d'abord aux États-Unis avant de les autoriser en Europe, que les agences de réglementation n'ont pas du tout été à la hauteur des attentes du public et que la santé des consommateurs est véritablement mise en danger. Et donc, je crois que c'est là surtout qu'il faut aujourd'hui focaliser l'attention, c'est sur l'intégrité des contrôles qui sont exercés pour que ces pesticides soient inoffensifs pour la santé avant que d'être autorisés. Et bien entendu, il faut, pour des raisons alors environnementales et pour des raisons de préservation de la santé des sols, il faut d'urgence développer des alternatives aux pesticides. Il y en a, des méthodes de contrôle biologique qui respectent les principes de l'agroécologie et qui remplacent ces pesticides par une combinaison de plantes qui protègent les plantes des indésirables, des insectes qui peuvent détruire la récolte en particulier. Et je pense que les agriculteurs et agricultrices doivent être de plus en plus formés à ces techniques alternatives, ne fût-ce que parce que ces pesticides sont extrêmement énergivores, reposant pour leur production sur les énergies fossiles et que les impacts sur la santé comme sur l'environnement sont des impacts de long terme qui n'est pas toujours facile d'anticiper. Alors, nous avons également des questions de Timothée Katumba et la première question concerne la valeur juridique des principes de Maastricht sur les obligations extraterritoriales des États en matière de droit économique, socio et culturel. Alors vous savez que ces principes ont été adoptés le 28 septembre 2011 par un certain nombre d'ONG, de centres de recherche académiques, d'experts indépendants aussi, y compris des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme. Et ces principes de Maastricht veulent faire la synthèse de toute la jurisprudence, de toutes les prises de position qui concernent les obligations des États de contribuer au respect des droits de l'homme, non seulement sur leur territoire au bénéfice de la population qui est sur leur territoire, mais également à l'extérieur du territoire national. Et ces principes de Maastricht utilisent la typologie classique, respecter, protéger, réaliser, pour mettre au net, au fond, mettre en forme tout ce qui ressort de la jurisprudence internationale sur cette question en matière d'obligations extraterritoriales. Au fond, ce que ces principes de Maastricht font, c'est ce que l'on appelle contribuer au développement progressif du droit international. Dans les missions de la Commission du droit international, qui est, vous le savez, un groupe d'experts internationaux élus par l'Assemblée générale des Nations unies pour codifier et contribuer au développement progressif du droit international, il y a cette notion de développement progressif du droit international, qui consiste en fait, pour des experts indépendants, à tenter de donner forme, donner consistance à ce qui se
développe de neuf dans le droit international pour permettre aux États de mieux comprendre les obligations qui leur sont imposées et au droit international peu à peu de progresser. Et au fond, les principes de Maastricht ne sont pas autre chose. Ils n'ont pas, évidemment, en soi valeur juridiquement contraignante, ils ne sont pas une source de droit autorisé, mais ils peuvent aider les États à mieux comprendre des textes parfois ambigus, une jurisprudence parfois illisible et peu ordonnée, à mieux comprendre les obligations qui découlent du droit international existant. Et donc, ces principes de Maastricht ont la valeur, au fond, des principes juridiques qui sont mis ensemble dans ces principes. Et le droit international fonctionne largement comme ça. Certes, il y a de temps en temps des grands traités qui font progresser le droit international alors de manière très spectaculaire, mais le plus souvent, le droit international avance de manière très incrémentale, de manière très organique, si vous voulez, par des précédents qui peu à peu font doctrine et sont mis en système. C'est l'ambition des principes de Maastricht que de contribuer à ce développement progressif. Alors, quatrième question, deuxième question de M. Timothée Katumba, c'est le constat que beaucoup d'États ne respectent pas leur obligation de rapport à soumettre au Comité des droits économiques, sociaux et culturels et qu'ils ont des retards parfois très considérables. Et c'est vrai qu'on a même des États qui n'ont pas encore soumis même leur rapport initial au Comité des droits économiques, sociaux et culturels qu'ils doivent remettre en principe dans les 2 ans qui suivent leur ratification du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Alors, que faire par rapport à cela Comme vous le savez, lorsque les États ne respectent pas, malgré de nombreux rappels, leur obligation de soumettre des rapports au comité d'experts qui est institué pour faire le suivi des engagements des États, il arrive que l'on examine la situation d'un État en l'absence d'une présentation d'un rapport par cet État. Et le comité en question va alors s'emparer de toutes les sources disponibles qui l'informent sur la situation dans un État, des sources qui peuvent venir par exemple des agences des Nations Unies, l'UNICEF, la FAO, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé par exemple. Le comité va examiner les rapports d'ONG qui portent sur cet État et se forger sa propre opinion. L'État doit alors accepter la conséquence qui en résulte, c'est que la situation de l'État sera examinée sans que lui-même ait pu faire valoir son point de vue et s'expliquer sur les situations qui sont constatées. C'était une pratique informelle, ou plutôt une pratique développée sans base juridique jusqu'à récemment. Et puis, dans la Convention sur les droits des personnes handicapées, qui a été adoptée en 2006 et est entrée en vigueur quelques années plus tard, il y a un article spécifique qui dit de manière très claire que lorsqu'un État ne rend pas un rapport dans les délais impartis et ne répond pas au rappel qui lui est adressé, le comité sur les droits des personnes handicapées peut, ex officio, d'office et sans recevoir un rapport périodique de l'État, examiner la situation de cet État. Et donc la pratique des comités d'experts a été codifiée dans ce traité, un des plus récents traités relatifs aux droits de l'homme adoptés au sein des Nations Unies. Alors pour ce qui concerne le comité des droits économiques, sociaux et culturels, nous avons la pratique de faire des rappels aux États qui n'ont pas remis leur rapport dans les délais déterminés et nous tentons de comprendre les raisons pour lesquelles ces retards sont constatés. Parfois, c'est une absence de capacité. On demande alors que l'équipe pays des Nations Unies soutienne l'État dans la préparation du rapport qui est attendu de lui. Et parfois, on constate que c'est non pas une absence de capacité, mais un manque de volonté de la part de l'État. Nous écrivons alors à l'État des lettres qui sont censées le rappeler à ses obligations. Parfois, il nous arrive d'organiser des réunions avec les États qui n'ont pas fait rapport ou dont les rapports sont en retard pour tenter d'attirer leur attention sur le danger que nous examinions la situation de l'État en l'absence même d'un rapport soumis par les autorités. Alors,
Une question de Jean Bédel Kaniki, la cinquième question de notre liste, concerne le statut du droit à un environnement sain comme droit de l'homme. Euh, je dirais simplement ceci, c'est que le rapporteur spécial sur euh, euh, l'environnement et les droits de l'homme, euh, John Knox, qui maintenant n'est plus ce rapporteur spécial, mais qui l'a été pendant 6 ans, a tenté d'identifier dans la jurisprudence internationale relative aux droits de l'homme les éléments qui constituaient le droit à un environnement sain, en partant du droit à la santé, que reconnaissent beaucoup de textes internationaux relatifs aux droits de l'homme, mais en identifiant aussi des aspects du droit à l'environnement, dans le droit de participer aux affaires publiques que garantit le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le droit à l'alimentation également peut être pertinent, puisque le droit à l'alimentation, c'est aussi le droit de ne pas voir détruit ses moyens de produire sa nourriture, par exemple en raison de pollution environnementale, le droit à l'autodétermination des peuples, que garantissent les articles premiers communs au pacte international relatif aux droits civils et politiques et au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le droit des peuples à pouvoir librement disposer de leurs ressources, c'est aussi le droit des communautés à ne pas avoir détruit l'environnement dont ces communautés dépendent pour leurs existences, pour leur production agricole en particulier. Et donc, il y a dans le droit international des droits de l'homme des avancées qui permettent de définir les contours de ce droit à un environnement sain. Et le rapport que John Knox a établi sur base de cette étude montre qu'il y a au fond deux aspects au droit à un environnement sain. Un aspect substantiel, le droit de ne pas voir sa santé, sa vie même menacée par des atteintes à l'environnement. Le deuxième aspect, c'est un aspect procédural, le droit de participer à la prise de décision en matière d'environnement, c'est-à-dire d'avoir son mot à dire quand des décisions sont prises qui vont affecter l'environnement dont on jouit. Et ceci signifie un droit des communautés locales, par exemple, à être consultées sur les projets de développement afin de pouvoir faire valoir leur point de vue, voire même leur opposition si les impacts négatifs sont redoutés. Voilà donc un droit émergent, le droit à un environnement sain, sujet sur lequel il serait tout à fait intéressant de se pencher aujourd'hui. Alors, une sixième question nous est posée par Pascal Garde de Suisse et qui nous pose une question sur l'article 2, paragraphe 1er du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui prévoit, vous le savez, que les États s'engagent à agir tant par leur effort propre que par l'assistance et la coopération internationale à assurer progressivement le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels que reconnaît donc le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et la question de Pascal Garde est de savoir s'il y a dans cet article 2, paragraphe 1er, en fait, une véritable obligation des États d'aider les autres États à mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels, en quoi consiste en fait cette obligation de coopération internationale. Pascal Garde attire notre attention à juste titre sur l'observation générale numéro 3, adoptée en 1990 par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui nous dit que ce sont tout particulièrement les États en mesure d'aider les autres qui doivent intervenir pour soutenir les efforts que les États font en matière de réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels. Mais quelle est la consistance, au fond, de cette obligation? Est-elle concrète et peut-on forcer les États à s'aider les uns les autres à réaliser les droits économiques, sociaux et culturels? Alors, je voudrais dire sur ce point deux choses. D'abord que dans le cadre d'obligations extraterritoriales des États en matière de droits économiques, sociaux et culturels, on doit distinguer les obligations extraterritoriales au sens strict, l'obligation pour l'État de ne pas prendre de mesures unilatéralement qui risquent de porter atteinte aux droits économiques, sociaux et culturels à l'extérieur de son territoire national, au détriment de populations situées à l'extérieur de son territoire national. Et puis, deuxième catégorie d'obligations extraterritoriales, les obligations globales, qui sont de nouer des partenariats, de négocier des conventions, de développer des coopérations internationales
avec les autres États, par exemple pour réformer le système économique international, pour réformer l'aide alimentaire, pour soutenir une réforme du système commercial, par exemple, pour favoriser la capacité de chaque État à satisfaire les besoins économiques, socioculturels de sa population. Et je dirais que l'obligation d'aider est un peu à cheval sur ces deux catégories d'obligations extraterritoriales. C'est au fond une obligation de venir au secours de l'État, à l'appui des efforts que l'État consent lorsque cet État ne parvient pas, par les moyens dont il dispose, à garantir les droits économiques, sociaux et culturels au bénéfice des populations sur son territoire. Alors, quelle est la consistance de cette obligation? Je pense qu'il y a un point qui est relativement consensuel. Il concerne une norme qui a été en fait développée déjà au milieu des années 70, en 1974, le, par la communauté internationale, à l'époque où l'on voulait mettre sur pied le nouvel ordre économique international et où l'on a dit que les États riches devaient consacrer 0,7% de leur produit national brut à l'aide officielle au développement. Et donc, on attend des États qu'ils consacrent cette proportion de leur richesse à l'aide au développement, l'aide publique au développement. Très peu d'États le font. La Finlande, le Luxembourg, la Norvège, peut-être la Suisse, je n'ai pas vérifié les derniers chiffres. Un très petit nombre d'États satisfont en fait à cette obligation, mais nous ne cessons d'insister pour que tous les États riches le fassent. Et parfois, ils y parviennent, malheureusement, par des tours de passe-passe, par exemple en comptabilisant dans ces 0,7% les montants qu'ils consacrent à l'accueil des réfugiés sur leur territoire, ce qui a permis à l'Allemagne, par exemple, en 2015, de respecter ce chiffre de 0,7%, mais reconnaissons que c'est là un tout petit peu trompeur comme données statistiques. Alors, au-delà de cette obligation, c'est vrai que l'obligation d'aider n'est pas définie avec beaucoup de précision. Je dirais néanmoins que une piste intéressante qui a été proposée par l'expert indépendant sur le droit au développement dans les années 1990, Arjun Sengupta, était une suggestion d'encourager les États à conclure des pactes de développement, Development Compacts, consistant en fait à un État riche à développer un partenariat avec un État pauvre, l'engagement pour l'État riche étant d'aider cet État pauvre à subvenir à garantir les droits économiques, sociaux et culturels sur son territoire, moyennant certains engagements de cet État pauvre à l'égard de sa population. Par exemple, pour être plus précis et plus concret, imaginons que les Pays-Bas décident de devenir partenaires de l'Ouganda à travers un tel pacte de développement. Ça signifierait que les Pays-Bas financent par l'aide au développement le développement de l'Ouganda et l'Ouganda, en échange, s'engage à construire des écoles dans les zones rurales, à construire des hôpitaux, des centres de santé publics, à développer un programme de vaccination obligatoire des enfants, etc., pour qu'il offre la garantie que cet argent des Néerlandais soit bien utilisé. Il y aurait donc là une contractualisation de l'aide internationale permettant de responsabiliser les États à leur obligation d'aider les États en développement qui ne parviennent pas eux-mêmes, en raison de défauts de moyens, à satisfaire leurs obligations. Et je pense que c'est une manière d'éviter ce paradoxe actuel où les États qui pourraient aider sont tellement nombreux qu'aucun État ne se sent responsable vraiment d'aider et où les pays en développement, par conséquent, sont sans capacité de demander l'aide à laquelle pourtant ces États ont théoriquement droit. Alors, évidemment, un problème est aussi que parfois les États en développement ne souhaitent pas demander de l'aide, soit par fierté nationale, craignant d'instaurer une relation de dépendance et au fond de faire l'aveu d'un échec, et parfois parce qu'ils craignent des conditionnalités qui sont attachées aux aides qui sont accordées. Il n'est pas rare malheureusement que l'aide accordée par les pays riches soit implicitement liée à un engagement du pays récipiendaire de l'aide à favoriser des entreprises du pays donateur, par exemple dans des processus d'appel d'offres, ou à ouvrir son économie
à des investissements étrangers venant de ce pays donateur. Et donc il faut être extrêmement attentif et conscient de ce que l'aide publique au développement n'a pas toujours bonne réputation, y compris dans les pays qui en ont bénéficié jusqu'à présent. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là en vous remerciant de vos questions, de la qualité de ces questions et de la très bonne compréhension des enjeux dont ces questions déjà témoignent, et je reste à votre disposition naturellement pour des échanges plus amples. À bientôt.